Non, là, effectivement, précisons, on va faire en sorte que ça soit accessible à tous. Vous n'aurez pas besoin d'aller prendre plein de bouquins pour comprendre, vous allez voir. C'est vraiment facile à comprendre. Voilà, donc je m'appelle Christian Ménine. Ceux qui me connaissent pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce qu'on va dire. C'est pas qui le dit, finalement. Voilà, et moi je m'appelle donc Vincent Terrazi, donc je travaille pour on va dire un logiciel SEO très connu qui s'appelle OnCrawl. Je suis aussi formateur, maintenant j'ai mes formations sur LinkedIn. Et c'est marrant, cette image, on l'a faite chez Christian. Moi j'aime l'IA, parce que l'IA ça m'a rendu d'énormes services dans la vie. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais j'ai des appareils auditifs. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'à 18 ans en devant faire du non-verbal, en lisant sur les lèvres. Arrivé en classe préparatoire, j'étais complètement à la rue. Et c'est là où sont apparus les premiers appareils auditifs avec de l'IA qui permettent de comprendre que son interlocuteur, de filtrer les sons, etc. Et c'est là où j'ai eu cette passion. Et à côté, Christian, pourquoi toi tu détestes l'IA là? Est-ce que tu peux dire quelques mots avant qu'on démarre? C'est loin d'être écolo. Voilà, c'est parfaitement synthétisé. Donc, ce qu'on va faire d'abord, je vais donner la parole à Christian. On va vous parler de tous ces outils qu'utilise Google, tous ces outils SEO, et on a fait un recensement. Donc voilà, on va garder le thème du panda. Et vous voyez là, le panda il ferme ses yeux. Et qu'est-ce qu'il dit sur les outils SEO, Christian? Alors, dans l'approche contenue d'une page, il y a toujours le sujet qu'on va aborder et il y a le contenu qu'on va y mettre. Il existe des tools pour trouver des idées de choses à mettre, comme titre, comme intertitre. Et là, on a 3 exemples de sources pour ces outils qui permettent de trouver des sujets. Parce que, accessoirement, une page démarre quand même par un sujet. People ask, vous savez, c'est ces horribles questions qui apparaissent. Alors je dis c'est horrible parce qu'il y a beaucoup de trad de l'anglais, ça ne veut rien dire en français, c'est très approximatif, enfin peu importe. Les Google Suggest, c'est ce qui apparaît dans le moteur de recherche quand vous commencez à taper. Bon, c'est ce que tout le monde tape. Enfin ça dépend aussi de votre historique de navigation, enfin bon, on va pas loin. Et les relateurs de search, c'est ce qui est tout en bas des pages. À noter que d'ailleurs là-dessus, Bing est parfois meilleur que Google, c'est-à-dire qu'il donne plus de suggestions, tout en s'écartant davantage. Ce sont des sources quand on manque d'idées, quand le client ne vous a pas dit de quoi parler, il vous dit « faites-moi quelque chose sur ». Bon. Et derrière, donc, les secrets des tools SEO, c'est ce qu'on appelle l'école statistique ou fréquentielle. Est-ce que tu peux développer comment ça fonctionne? Alors, une fois qu'on a le sujet, c'est bien, mais il faut arriver à faire du contenu. Et les outils d'Optime pour faire un contenu sont basés soit sur une analyse, enfin il y en a un au moins qui est basé sur une analyse de la SERP elle-même. Vous affichez votre mot-clé ou votre question, vous avez votre résultat de recherche, on va analyser ça, on va faire de la fréquence de ça. Il y a un FR qui fait comme ça pourquoi pas. Et puis vous avez ça c'est l'école fréquentielle, et l'école statistique, c'est se baser sur ce qu'ont mis les autres. Ce sont des stats. Rien ne dit que les mots, puis en cas où ça part un peu dans tous les sens au niveau des sujets, rien ne dit que le résultat qui vous est donné est cohérent. À vous de faire l'arbitre. Quand on vous dit qu'il faut mettre 2 mots qui se contredisent ensemble, à vous de faire l'arbitre là-dessus. Bon, en tout cas, même si c'est fait avec des vecteurs, ça reste des stats de la SERP elle-même, ou en tout cas des 4, 5 premières pages, voilà, qui sont dans Google. Exactement. Et aujourd'hui, on voulait vous partager d'autres méthodes qui sont assez inconnues du public. Est-ce qu'on peut parler des méthodes basées sur les corpus hybrides, Christian? Alors ça, c'est mon bébé. Ce qui est affiché à droite, Google devient client de Wikipédia, ça fait 4 ans que nous on l'a vu venir. On s'est dit, et si la future page qui viendrait prendre les premières places sur une SERP, et si les sujets eux-mêmes qu'intéressaient les internautes ne suivaient pas une évolution naturelle dans les encyclopédies. Il n'y a pas que Wikipédia.
Et donc, on a essayé de faire quelque chose qui soit basé sur un mixte entre les résultats de recherche, bien entendu, hein, ce que nous on prédit, d'autre part, et sur ce que les encyclopédies en disent. Donc, le problème, c'est que c'est une sauce vraiment hybride et que c'est pas facile à faire. On ne parle pas des mêmes choses, le vocabulaire n'est pas le même. Voilà. Ça a l'avantage, par contre, sur Wikipédia d'apporter, enfin, sur un certain nombre de pages Wikipédia ou Britannica ou autres, des résultats un peu plus de confiance quand même. Et vous verrez tout à l'heure des choses très surprenantes. Voilà. Donc ça, c'est une autre approche. Et ce n'est pas basé sur des stats, c'est basé sur de la linguistique pure. Donc là, c'est vraiment passionnant. On va vous partager des résultats concrets, des résultats. Toute la conférence, elle va être basée là-dessus. Et moi, je voulais démarrer rapidement. Christian, qu'est-ce qu'on peut faire sans scraper Google? Donc là, tu nous as fourni pas mal d'exemples. On a pris peut-être préciser qu'on a pris la thématique du potager. Parce que c'était cet été, etc. Vous allez voir toute notre démarche. On a demandé à des humains d'écrire des contenus sur le potager. On a fait générer des textes par de l'IA. On a comparé les deux. Tout ça, on va vous le partager. Mais déjà, toi, à travers l'outil, donc est-ce que tu peux nous dire quel est cet outil-là? Alors l'outil qui s'appelle donc EasyWord, Easy comme c'est pas EZ, hein, c'est Easy à l'anglaise, lui va trouver des sujets qui éventuellement n'existent pas dans Google, n'ont jamais été exploités, mais qui correspondent très probablement à la question de demain. D'accord ? Derrière, il y a bien d'autres choses une fois qu'on a cliqué, peu importe. En tout cas, ça donne des résultats qui sont à chaque fois avec des verbes, sauf que ce sont des expressions exactes, mais sinon, il y a des verbes. On a des verbes inversés pour les questions, enfin, on a beaucoup plus de richesse au niveau des possibilités, et notamment quand on regarde la quantité de résultats que l'on a sur n'importe quel mot, ça peut aller extrêmement loin, et on aura un exemple en anglais tout à l'heure qui sera suffisamment parlant. Voilà. On a aussi, quand on tape un mot, en plus des sujets, si on a choisi donc, là ici, comment créer son jardin potager, ça va plus bas encore, hein, mais bon, on a bien fallu couper à l'écran. Des tonnes d'entités, mais qui sont des pages Wikipédia dans l'espèce, mais qui ne reprennent pas forcément le mot potager, c'est fabriqué autrement. Donc on peut avoir le nom de personne, on peut avoir, voilà, bon, je ne vais pas vous donner la recette. Et à droite, vous allez avoir une liste de lexis. Ceux qui me connaissent savent ce que c'est qu'une lexis, c'est le vocabulaire à adopter, est assez différent de ce qu'on obtient avec un outil d'optimisation SEO pur, puisqu'on peut trouver des choses qui justement vous emmènent vers des anecdotes, vers des légendes, vers des inventeurs, vers d'autres choses, dues à la présence d'un corpus venant d'encyclopédie. Donc là, on a décidé d'en cocher quelques-unes, et on va demander de filtrer ce qu'il a en rapport avec potager, avec ces lexis-là, et de lui-même, voilà. Il va proposer des choses, d'autres sujets que vous pouvez faire, qui ne comprennent pas forcément mon potager, mais qui vont vous donner d'autres idées, sachant que là, c'est affiché 10 par 10, mais vous avez 600 et quelques questions, ou pas, voilà, des choses que vous pouvez développer, qui comprennent également les lexis, toutes les lexis que vous avez sélectionnées avant. Ça peut vous servir à faire du SEO en mettant des lexis communes, mais ça peut aussi vous servir pour dire, bon voilà, j'ai envie de brosser la thématique à fond, je sais que mon client, il parle de potager, mais c'est surtout, je ne sais pas moi, les concombres ou je ne sais pas quoi. Du coup, vous allez pouvoir creuser dans ce sens-là et vraiment déterrer les sujets qui ne comprennent pas au départ le mot potager, mais vraiment de déterrer des trucs assez incroyables. Donc, oui, donc c'est la parfaite transition sur un domaine que j'adore, c'est l'IA. Et pourquoi je me suis tourné vers vraiment l'outil de Christian? C'est parce que l'IA, il y a énormément de limites. Déjà, c'est basé exclusivement sur le passé. GPT-3, qui est l'une des IA les plus connues, le temps que ce n'était pas à jour, avait aucune connaissance du Covid. Et ça, c'est très problématique quand on cherche des sujets. L'IA a une absence d'émotion totale. Soit il faut le simuler, soit il faut insister, mais par défaut, il n'y a pas d'émotion dans l'IA. Après, vous voyez, répétition et incohérence à gogo. Hier, je discutais avec Olivier de WebRank Info. Il a demandé à l'IA comment on fait le grand écart. Ça a généré un texte.
il a fait lire à sa fille qui sait faire le grand écart, c'était complètement faux. Et c'est limite dangereux. Et vous verrez après, on va vous expliquer comment Google combat cette IA qui est assimilée à du spam. Et enfin, c'est bien de générer des textes avec de l'IA, mais ça demande de la relecture, justement, pour corriger ces erreurs. Donc, devant la méthodologie proposée par Christian, c'était clairement la méthode, on va dire la mieux pour les rédacteurs, pour identifier des sujets et écrire des contenus intéressants pour Google. Passons sur le point de vue de Google. Je pense que vous le connaissez. Google, ils ont été très stricts. Alors, cette conférence-là, on l'a pensée avant la Helpful Content Update. Elle nous a donné encore plus raison, donc on a rajouté quelques slides là-dessus. Mais sachez que Google estime que les contenus longs, attention, je vais être très précis, générés par l'IA sont dangereux et sont même de qualité. Là, j'ai été sympathique, j'ai mis mauvaise, on aurait pu utiliser d'autres mots, comparé à des rédacteurs professionnels. Et c'est là où, derrière, il y a un autre problème pour Google, c'est qu'on se dirige vers des quantités de spam inimaginables. Et si ces outils-là, ils ne sont pas contrôlés, d'où cette fameuse update qui est sortie, et ils vont aller de plus en plus loin pour détecter les contenus créés par l'IA, il faut savoir que ces contenus ils vont être pénalisés. Toutes les images que vous voyez là sur les pandas sont générées par une IA qui s'appelle DALL-E. Il faut savoir que même maintenant, ces images, hier, il y a Getty qui a communiqué que toutes les images qui allaient être créées à partir de maintenant par de l'IA seront plus disponibles sur leur réseau et sur leur plateforme. Donc il y a un véritable combat qu'on va aborder parce qu'on va voir jusqu'où ça va aller. Et après, il y a un dernier enjeu, c'est que Google veut utiliser sa propre IA dans son moteur de recherche. Ils n'ont pas besoin des IA tiers qui ont été créés par des outils. On le voit déjà, par exemple, quand ils affichent certains résultats sur Wikipédia où ils reformulent intégralement les résultats. Donc là, on est sur un clivage qui va être vraiment extraordinaire. Et tous ceux qui ont peut-être connu il y a 10-12 ans les pénalités manuelles qu'il y a eu à travers Google, je pense que dans les prochains mois, ça va pleuvoir. Donc on reviendra sur cette update et à quel point ça va être important. La conférence, c'était « On vous a menti ». On vous a menti parce que là, on parle d'IA, on vous présente un outil, mais il y a des SEO mythes que je vous dévoile juste après, qui sont profondément ancrés, et c'est ça qui m'embête, chez les débutants et même chez des experts. Et ces SEO mythes, on les a testés et on va vous montrer pourquoi il faut vraiment s'en méfier. J'affiche tout à l'écran, donc ça peut faire réagir, on a le petit panda qui est triste, mais pour ranker, il faut suivre l'empreinte des SERP. Ça, sachez que c'est complètement faux dans certains domaines. Il y a des rédacteurs professionnels qui ne vont même pas dans Google pour écrire du contenu. Ils ont déjà l'expertise. Donc, certains clients qui utilisent, on va dire, à tort des analyses sémantiques, c'est vraiment dommage. Et moi, je préfère utiliser un outil comme EasyWord qui propose des nouveaux sujets, et même EasyWord est capable de détecter des sujets qui ne sont même pas encore dans Google et sur lesquels l'humain n'a jamais pensé à écrire. Et ça, c'est assez extraordinaire et c'est une véritable mine d'or. Ensuite, il faut copier ses concurrents pour se positionner sur les mêmes mots-clés. Eh bien non, d'ailleurs, la conférence de Dan juste avant, il y a plein d'autres choses que simplement copier des mots-clés. Le maillage interne a été évoqué et on pourrait en évoquer beaucoup d'autres. Les PAA sont excellents pour le SEO. Un petit mot, Christian, je sais que c'est ton pire ennemi, le PAA. Les PAA, c'est toute la liste des questions qui apparaissent dans le résultat de recherche. Et d'autres se sont dit, bah, tiens, on a déjà les questions, pourquoi s'embêter à trouver des sujets? On les a là sous le nez. Sauf que Google estime que ça lui appartient, même s'il est à lui-même trouvé sur des sites. Bon. Donc, le problème, c'est que quand on prend n'importe quel mot-clé, vous prenez les PAA et vous faites ensuite une title suivie de la PAA. Vous voyez qu'ils ont été 50 ou 100 à se positionner exactement avec la même balise title. Or, on sait que Google n'aime pas avoir des sites qui ont exactement le même titre. C'est logique, il veut de la diversité. Donc les PAA, c'est un piège à... Bon. Et les textes très très longs, alors, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Les textes très très longs, c'est celui qui... c'est le texte, plutôt que très long, le texte qui fait semblant d'autorité en faisant des tonnes.
tous les sujets ne nécessitent pas de faire des textes très longs. Si vous avez comment multiplier 3 par 4, je vous mets au défi de faire 6000 mots là-dessus. Hein. Bon. Donc c'est pas naturel. Ça, voilà. Donc c'est pas forcé. Voilà. Donc c'est un mythe, effectivement. Le texte, on sait quand même que il faut qu'un texte ait un minimum de mots pour que Google puisse savoir s'ils veulent l'indexer ou pas. S'il voit que le début ressemble étrangement à ce qu'il a déjà vu 40 fois, il passe son tour, il jette la page et il passe à la suivante. Ça, on le sait. Cela étant, très long, si vous faites un symposium médical, ok, vous avez plein de PDF, plein de choses à dire, normal. Mais si vous faites un truc sur, je sais pas moi, très basique, je n'ai pas de sujet, comment changer la bougie de ma moto, il n'y a pas de quoi en faire 10 000 mots. Exactement. C'est incohérent par rapport au sujet. Et là-dessus, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'il existe une autre façon de faire. Et cette autre façon de faire, donc elle a été imaginée par Christian et on la retrouve dans EasyWord, c'est l'école linguistique. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'école linguistique? Alors déjà, il n'y a pas de data. Si, il y a un dictionnaire. Excusez-moi. Je l'ai même là, dans mon sac. Il y a un dictionnaire. La langue française. Il y a aussi la langue anglaise, bien sûr. Et regardez la courbe de progression des articles de Wikipédia dans le temps. Regardez le nombre de nouveaux sujets qui apparaissent. Dès qu'une chanson sort, dès quelqu'un sort un livre, dès qu'on découvre un nouvel astéroïde, ça fait un sujet et un lien sémantique, peut-être, avec une page que vous avez écrite ou que vous allez écrire. Et du coup, nous, on est capable de le détecter, parce qu'entre-temps, on a peut-être fait quelque chose sur la nouvelle page Wikipédia, et on est capable de vous faire le lien avec le sujet que vous êtes en train d'écrire. Et donc, effectivement, c'est basé sur la linguistique, puisqu'on se fout complètement des datas, on se pose la question de quoi parlent les pages. C'est complètement différent. Il n'y a pas de data center avec des tonnes de choses, ce sont des analyses qui sont faites à la volée, basées sur les nouveautés. Sachant qu'en général, quand c'est sur Wikipédia, ça arrive d'abord sous la forme de projet, ensuite c'est validé, etc., etc., etc. Et qu'au bout d'un certain temps, ça fait autorité, c'est validé, et ça devient du solide. Et ça fait plein de liens à trouver chaque fois qu'il y a une nouvelle page, c'est un vrai délice. Un vrai pitié, vous n'avez même pas idée. Ok. Et donc, on a testé, et c'est ça qu'on va vous dévoiler maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a testé? C'est hyper important de vous dire, parce qu'après, il va y avoir des interprétations de l'étude. C'est l'évolution, la rédaction de contenu. Et qui dit évolution, moi je me suis dit, je suis désolé, je vais vous faire un rappel de tout ce qu'on a connu. Et là, il y a 4 phases, mais je pourrais même vous donner la 5e phase si on me pose la question à la fin. Parce que la 5e phase, je pense que vous êtes tous à des années-lumière de savoir ce qui va se passer là dans les prochains mois. Moi, la génération de contenu, la génération d'images, j'avais déjà raconté dans des conférences il y a 3-4 ans. On me prenait pour un fou à l'époque. On me disait, mais jamais l'IA arrivera à générer des images, jamais l'IA arrivera à générer des textes. Maintenant, ça fait des articles complets, ça fait des paragraphes, etc. Juste vous rappeler que les phases qu'on a traversées, c'est au début d'Internet, c'était unidirectionnel. C'était des entreprises qui fournissaient du contenu, des sites PHP, etc. Après, on a vu arriver des forums. Donc moi, je suis arrivé à ce moment-là sur Internet, les fameux PHPBB. On permettait aux utilisateurs de mettre du contenu. Et après, ça a été l'explosion des réseaux sociaux qui nous ont permis, à travers les Facebook, les Pinterest, de partager un maximum de contenu avec ses amis, ses proches. Et ça a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, on est dans la phase, depuis 2022, même je dirais même depuis 2021, on génère des contenus avec l'IA. Et c'est même l'IA qui partage ses contenus. Sachez que sur Facebook, voilà, tout est orienté à travers de l'IA. Et c'est ça exactement qu'on a voulu tester. C'est est-ce que quand on génère des contenus avec l'IA, c'est bon ou mauvais pour le SEO? Et c'est ça qu'on va vous dévoiler. Là-dessus, voilà, donc là j'ai insisté sur exactement, on teste vraiment qu'est-ce qui est utilisé par l'IA et
voilà, je voulais vraiment passer sur ce slide. Avec qui? Donc je sais que Baptiste, si tu veux, tu peux te lever dans la salle. Ok. Un grand merci d'avoir participé à cette étude. Vous allez voir, il a passé beaucoup de temps avec l'équipe. Aussi, j'ai demandé à une autre team de rédacteurs Scribix. Je sais qu'il y a quelqu'un de Scribix dans la salle, s'il peut se lever. Je sais que Morgane, elle est... Voilà, merci. Elle fait une conférence en même temps, d'accord. Et aussi remercier tous les outils de génération de contenu. Donc j'en ai eu accès à plein. Forcément, GPT-3, j'ai vu Laurent, Perroquet, etc. Tu peux te lever aussi. Un grand merci, Question Generator. Parce que ils ont tous joué le jeu. De se dire, OK, bah créez des contenus et regardez ce qui se passe sur Google. Alors, comment la méthode, il y a eu des partis pris très forts. On est parti d'un site Shopify. On a mis moitié de contenu IA, moitié de contenu créé par des rédacteurs professionnels. Vous allez voir, ils ont passé beaucoup de temps. Et on a créé des outils pour mesurer la qualité de ces contenus. Comme ça, on est capable nous-mêmes de voir en tant qu'humains et avec des outils, est-ce que ces outils ont des chances de ranker. Et après, bien sûr, on a regardé dans la GSC, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui rank? Qu'est-ce qui rank pas? J'ai une question pour vous. Alors là, on va aller très vite, hein, parce que sinon on va exploser le temps. Est-ce qu'on peut détecter l'IA dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous pensez qu'on peut détecter l'IA? Je dirais moitié de la salle. Eh bien, sachez que c'est une question piège. S'il n'y a aucune relecture, c'est très facile à détecter. Vous allez le voir, on va le faire ensemble juste après. Par contre, si derrière, il y a un humain qui repasse et qui met du chaos un peu dans le texte, en corrigeant, en argumentant, en complétant, même pour Google, à l'heure actuelle, c'est extrêmement difficile à détecter. Et c'est pour ça que nous, dans la génération de contenu, on invite à la relecture. Et c'est d'un double intérêt. Déjà, pas se voir pénalisé par Google, et surtout, donner du vrai contenu à ces internautes. Donc, les temps de création, vous voyez là, c'est le petit robot, c'est la petite IA qui est super content. Sachez que l'humain, donc ça c'est des chiffres, j'ai fait des moyennes. En moyenne, 20 heures de travail pour 10 textes de plus de 1200 mots. Et Baptiste, Morgane, ils m'ont bien détaillé pourquoi, vous voyez, documentation, écriture, relecture. Sur le thème dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Exactement, sur le thème du potager. Sachez que c'est extrêmement rapide. Là, on se rend compte qu'on travaille avec des professionnels. Moi, je serais incapable d'écrire à cette vitesse-là. Si on prend l'IA, en 2 heures, pourquoi 2 heures et pas instantanément? Parce que si vous utilisez l'IA sans aucune configuration, les yeux fermés, elle fait n'importe quoi. Elle va vous produire du contenu, mais qui sera complètement inutilisable. Donc souvent, même l'IA, il faut la configurer. Vous verrez, si vous utilisez des outils comme Jasper, Perroquet, Question Generator, il faut faire des configurations, il faut générer, il faut travailler les contenus. Donc ça prend au moins 2 heures. Mais sachez que dans ce test, il n'y a eu aucune relecture. Et on va vous montrer les textes qui ont été mis sur le site. On va passer vite. Vous voyez ici un texte généré par l'IA dans le domaine du potager. Ah pardon, j'ai l'écran d'après. Alors sur le budget, moi je ne regardais pas le bon écran, je suis désolé. Sur le budget, l'humain, il faut compter 1 000 € à peu près pour ces 10 textes de 1200 mots, 10 centimes le mot, et l'IA, 10 €. Donc là, encore une fois, le petit robot, il a gagné. Maintenant, j'accélère parce qu'il nous reste 10 minutes. Sur le texte créé par l'IA, là, si vous lisiez extrêmement vite, il y a des choses qui viennent de l'anglais qui sont assez amusants. Donc ça parle de ravageurs. Et ça parle pas, à un moment, c'est pas drainer, c'est draining. Donc ça, c'est des erreurs typiques de l'IA qui fait des répétitions, qui se trompe dans les traductions, et là où un humain peut corriger facilement. Si on regarde un texte créé par l'humain, donc là, le texte est forcément beaucoup plus travaillé, mais regardez ce que j'ai mis en gras, et là, bon, c'est une petite erreur, mais l'humain aussi fait des répétitions. Si vous regardez, azote, potassium, phosphore, mais aussi calcium, soufre et potassium. On a 2 fois potassium. Donc en fait, dans ces outils de détection de l'IA, c'est pas évident, parce que l'humain, des fois, il fait aussi des répétitions, et des fois, il faut être capable de détecter des erreurs humaines qui peuvent exister et qui peuvent générer des répétitions, et aussi ce qu'on appelle des suroptimisations SEO, où là, on voit clairement qu'ils essayent de se positionner sur certains mots. Si on fait le verdict, et ça, je pense que vous devez tous le garder en tête, s'il y a un slide à garder en tête, c'est celui-ci,
Les textes créés par l'humain ont une couverture de mots-clés plus grande et plus qualitative. Et ça, c'est incomparable. On le voit dans la GSC, mais c'est incomparable. L'IA, en fait, elle a un vocabulaire extrêmement limité, elle a des connaissances extrêmement limitées, elle n'a pas d'émotion. Quand c'est fait par un rédacteur pro, comme par Baptiste ou Shribix, vous positionnez sur plus de mots-clés naturellement. Et sachez aussi que, certes, les textes créés par l'IA s'indexent, personne ne peut le contester. Par contre, ils convertissent très peu. Parce qu'ils ne sont pas, c'était la conférence d'avant, ils ne sont pas orientés vers certains personas. C'est des textes passe-partout. Et ça, c'est intéressant. Donc maintenant, je voulais partager comment, là je vais aller assez vite, comment scorer un texte IA. Donc ça, c'est ce qu'on a utilisé, fréquence des tokens utilisés. On regarde les mots qui sont utilisés, le nombre de groupes de mots répétés. On regarde aussi la probabilité. Alors sachez, si vous devez retenir un truc, c'est que pour détecter l'IA à l'heure actuelle, elle va toujours mettre le mot probable à la place la plus probable. Et sur des textes français, on a, par exemple, sur 100 textes français, on en a détecté 99 qui étaient générés par l'IA. Donc, pour vous montrer que si nous, on y arrive avec peu de moyens, imaginez ce que c'est faire Google. Et bien sûr, l'originalité du texte. Et là, ça rejoint EasyWord. EasyWord va vous permettre de parler des sujets inimaginables. Le comparatif, là aussi, si vous pouvez le prendre en photo, c'est ça qui fait vraiment la différence. On a viré tous les chiffres parce qu'on voulait une conférence très accessible. Les fréquences de tokens utilisées sur l'humain, c'est normal. Et l'IA, soit va exagérer, soit il n'y en aura pas assez. Ça, c'est un premier truc qui est très flagrant. Le nombre de groupes de mots répétés, chez l'humain, ça peut arriver, mais c'est des erreurs, c'est rare. Chez l'IA, c'est très fréquent. Vous faites des groupes de mots-clés de 4 ou 5, et vous voyez qu'ils se répètent. Donc, si vous voulez une méthode low-cost pour détecter l'IA, c'est ça. Ensuite, la probabilité d'apparition entre les mots, chez l'humain, c'est chaotique, parce que quand vous écrivez du contenu, vous ne réfléchissez pas. Ah oui, là, il faut que j'utilise le mot-clé le plus probable. OK, non. Alors que l'IA, elle se fait griller. Et enfin, l'originalité du texte. Bon, chez l'humain, OK, surtout quand c'est des rédacteurs pro, le texte est original, le texte est travaillé. Par contre, sur l'IA, il n'y a aucune originalité. Il n'y a même pas de scénario. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Donc maintenant, je voulais, sur les 5 dernières minutes, discuter de la suite. La suite, on a vu apparaître Live Full Content Update, clairement, lutter contre le spam et le contenu automatisé. Et sachez que si des pages donc avec de l'IA sont détectées sur votre site, c'est Sitewab. Sitewab, ça veut dire que Google va pénaliser l'intégralité du site. Et ça, je pense que c'est des menaces à l'heure actuelle. Ce n'est pas encore déployé en français, mais on a connu ça il y a 10-11 ans, et c'est en train de revenir. Donc ceux qui n'ont pas connu ces heures noires avec Google, on avait des surprises de voir son site disparaître, c'est à tenir en compte et prendre moins de risques. Alors maintenant, je redonne la parole à Christian sur quels outils et comment on fait pour faire mieux que l'IA et comment on fait pour avoir des idées nouvelles. Oui, parce que n'importe quel texte, de toute façon, il faut des sujets, il faut savoir de quoi on va parler. Alors, on ne va pas parler de potager. Là, on sait qu'en termes de quantité de questions, on en plafonne à peu près tout le monde. En termes de quantité pure, potager en affaires. Et on a fait, puisque maintenant on a lancé l'anglais, on a fait une expérience sur le mot Salesforce, qui est un nom d'un logiciel très connu aux États-Unis. Et on a fait la comparaison entre ce que donnaient, par exemple, je ne sais pas si on peut donner le nom, en the public, etc., entre GPT-3 et ça, qui est en ligne et que vous pouvez voir. Je précise que en question, il y a 18 401 questions différentes sur Salesforce, qu'elles contiennent un verbe, minimum 4 mots, ce sont de vrais sujets. Et le gag, c'est ce qu'a fait Vincent après sur le résultat. Il y a un rapport de 1 à 100 quand même. Hein. Vas-y, je te laisse expliquer le résultat. Non, vas-y. Parce que c'est ça qu'a fait. En fait, il y avait tellement de sujets. En fait, là, on a même la possibilité en SEO d'être devant Salesforce, de parler mieux de Salesforce que Salesforce lui-même. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Il y a des sujets qui n'ont jamais été pensés par Salesforce. Donc, c'est là où c'est tout l'intérêt de travailler avec Wikipédia, avec ce qu'on appelle le knowledge graph, vraiment des graphes de connaissances.
Et j'ai réussi à créer 3564 clusters. Donc vous imaginez, c'est vraiment c'est presque des articles complets sur des parties de Salesforce. Et là-dessus, on a même 13 049 expressions non clusterisables, des sujets uniques qui des fois n'ont même pas identifié par Google. Donc tout ça, c'est à votre disposition dans EasyWord. Et tu voulais rajouter peut-être quelque chose sur les titres et intertitres? Oui, parce que faire 46 000 pages, il faut préciser, pour Salesforce, c'est peut-être un peu beaucoup quand même, mais ces sujets, c'est pour des titres, des intertitres, ou pour une idée au milieu d'un paragraphe. Hein. Ce qui est certain, c'est que par le système d'Alexis, qu'on peut cocher, quand vous êtes dans une page, vous avez accès à d'autres questions qui peuvent venir compléter votre discours. Et 46 000, vous pouvez essayer de trouver un outil qui fait ça sur Salesforce. Alors, c'est une expérimentation qu'on a fait sur ce mot-clé-là en particulier, parce qu'on en a quelques centaines de millions à faire en anglais. Mais sur celui-là, on a forcé un petit peu pour voir où ça nous amenait. Personne ne fait ça. Hein. Vous pouvez chercher, il n'y a personne qui fait 46 000, même Salesforce. Hein. Il n'y a pas 46 000 sujets sur le site de Salesforce. Donc après, on avait peut-être revenir comment on trouve des idées par association, Christian. Donc là, c'est toujours l'outil EasyWord. Oui, alors on revient à la sort potager. On est sur une page quelconque et on peut jouer avec les cases à cocher. Alors on va mettre jardinier parce que ça va nous raccrocher au terme du jardin. Donc celle-là, on va la cocher. Puis ensuite, on veut mémuse avec les autres. Et en fonction de ce que vous avez coché, la liste de sujets possibles, qui comprennent également tout ce qui était sélectionné là-bas à gauche, va venir s'ajouter là, et vous pouvez donc développer des idées, et vous pouvez même encore continuer. Dans l'absolu, vous pourriez même faire un cocon avec, hein, si vous voulez, puisque ça contient des lexiques communes. En tout cas, c'est le truc anti-page blanche, quoi. C'est-à-dire que vous partez sur un truc, vous démarrez et ça sort, ce cocher, c'est instantané. Hein. Exactement. Donc après, on a réfléchi sur comment trouver l'outil idéal. Donc c'est cette capacité à avoir des sujets courants et des sujets rares. Peut-être que tu veux détailler, on a encore un peu de temps. Oui, alors la notion de rare, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Hein. Je dirais que pour moi, un sujet rare, c'est un sujet qui est connu peut-être que des pros. Hein, je ne sais pas si je vois bien en face. C'est le sujet très, très B2B, très voilà. Le sujet courant, c'est plutôt ce qui est dans le langage courant. On peut identifier qu'effectivement, même pour un terme comme assurance, il y a des termes très verticaux, très spécialisés. Là, on vous a mis sur le terme assurance uniquement ce qu'on appelle en question. Parce que si vous ne cochez pas la case « Je ne veux que des questions », il y en a, je ne sais plus, 50... oui, plus. Ou 500 000, enfin, je ne sais plus. Un nombre de folie. Donc là, c'est uniquement les questions. Et là, il faut bien voir que dedans, vous avez à chaque fois des sujets bidouilles, vraiment très pro, ou juridiques d'ailleurs, et des sujets qui sont relativement banals. Voilà. Bon, voilà. Donc, là, il y a tout. Donc voilà, donc là c'est la dernière slide, je voulais te redonner la parole et te remercier parce que tu m'as appris beaucoup de choses à travers cette conférence, mais c'est comment gagner voilà, en SEO, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Google l'a dit, il veut de l'originalité, il ne veut pas de photocopieuse. Alors je vais vous donner une raison supplémentaire à ce qu'a dit Vincent sur l'IA. Il existe une façon de faire de l'IA, enfin, d'entraîner des IA en faisant ce qu'on appelle du deep learning. C'est-à-dire qu'en fait, les ordinateurs vont apprendre d'eux-mêmes, vont partir en bout, vont se bagarrer. Et là, OK. Sauf que si sur les internautes qui, sans aucun contrôle, balancent des tonnes de textes sur le web qui sont faits en IA, Google n'a plus rien à apprendre. Il va se prendre des pinceaux, il va apprendre de textes qui n'ont pas de sens. Il ne peut rien apprendre, vous l'empêchez de travailler. Donc, quelque part, il va vous en vouloir. Et il va vous flinguer parce que vous l'emmerdez, en gros. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Et il conseille... Alors, il faut toujours faire très attention de ce qu'ils disent. Mais quand même, il faut être unique. Il faut être original. Voilà, et essayer de montrer son expertise aux internautes. Il faut que, quelque part, la personne quitte la page avec un enrichissement.
Avec EasyWord, on peut trouver des anecdotes. On peut trouver peut-être l'histoire. On a fait une première démonstration où on arrivait, une des premières présentations qu'on a fait sur LinkedIn, on avait une bague, une alliance pour hommes, et on a réussi, rien qu'en tapant alliance homme, à retrouver le nom du personnage nordique légendaire qui avait un œil de serpent et qui s'est retrouvé sur des alliances. Et c'est EasyWord qui nous a dit que ce gars s'appelait... c'est bon, voilà. Je crois. Voilà. Donc, et en fait, il vous donne ce genre de choses, il vous donne des légendes, il vous donne des tas de trucs dont les liens sémantiques sont reconnus par Google une fois qu'il les a trouvés et qu'il est content, normalement, d'après ce qu'il dit, de trouver. Il voit que vous êtes original, que vous apportez quelque chose. Vous ne ressemblez pas aux autres. Exactement. Et donc, le mot de la fin, ça sera utiliser les bons outils. Et voilà. Et on voulait vous remercier de nous avoir écoutés et d'avoir découvert cette nouvelle approche. Un grand merci.